On s'appelle Marcel et Gisèle, enfants d'Eustache le bûcheron. Il y a quelques années, comme il n'y avait plus d'arbres à couper, notre père n'avait plus de travail. Il était abattu. Il tournait en rond. Il avait tout le temps une tête d'enterrement. Marguerite, la voisine vétérinaire, venait chaque jour le menacer. C'est pas possible, Eustache, de laisser tes enfants vivre dans un taudis pareil. Si tu ne bouges pas, je te préviens, j'embarque tes petits. On n'avait guère envie d'aller chez elle où elle recueillait des chats errants et élevait des serpents gluants. Alors un jour, sans rien dire, on a décidé de partir rien qu'avec des cailloux bleus, à semer sur le chemin si on avait le goût de revenir. Au début, la forêt était nue, puis elle est devenue broussailleuse et dense. La nuit est tombée d'un coup, toute noire. On était terrifiés. On s'est blottis l'un contre l'autre et on s'est endormis. Le lendemain, on avait faim. Un grand oiseau nous a dit de le suivre, qu'on ne le regretterait pas. Nous, on n'avait rien à perdre. Ça fait qu'on y est allé. À chaque pas qu'on faisait, les couleurs devenaient plus acidulées. Incroyable! On aurait dit qu'on était dans une bonbonnerie, une confiserie, une pâtisserie, tout ça à la fois. On a aperçu une maison qui avait l'air faite en pain de sucre. Et on a entendu une voix éraillée qui disait « Marcel et Gisèle. » Au nord du Pakistan, à Mingora, ville de 300 000 habitants à majorité Pachtoun, vit Ziauddine, un directeur d'école fier de ses 3 enfants, une fille et 2 fils, à qui il veut donner une éducation ouverte et égalitaire. Mais l'homme est inquiet. Les talibans veulent imposer la charia dans toute sa rigueur. On fait jeter au feu les livres, les télés, les ordinateurs, les CD. Finit aussi la danse, les salons de beauté pour les femmes, à qui on impose de porter une burqa, cette cage en tissu et les enferme la tête aux pieds. Le 15 janvier 2009, on interdit le fusil à l'école. Malala a grandi dans celle de son père. Elle veut étudier et rêve de devenir médecin. Que faire? À 11 ans, avec l'accord paternel, elle témoigne sur un plateau de télévision. Comment osez-vous me priver de mon droit fondamental à l'éducation? Quelques jours plus tard, pour un site internet de la télévision britannique, la BBC, elle rédige sous pseudonyme la première page de son carnet de bord. La nuit a été remplie des bruits de tirs d'artillerie et je me suis réveillée 3 fois. J'ai peur. 2 ans plus tard, Malala est une personnalité dans son pays. Le gouvernement lui décerne même le prix national de la jeunesse pour la paix. Pourtant, sa mère ne dort plus. Comment le pourrait-elle? Les talibans viennent de menacer sa fille de mort. Malala. Il y a très longtemps, le château de roi se dressait à l'ombre d'une sombre forêt. Plus personne ne s'y aventurait depuis que des chasseurs y avaient disparu. Jusqu'au jour où un étranger, ou pas décidé, y entra avec son chien. L'animal s'arrêta devant une mare de boue. Un bras le happa. L'homme alla chercher de l'aide. À 4, ils vidèrent la mare et trouvèrent étendu un homme sauvage. De longs cheveux couvraient tout son corps, laissant à peine voir une peau brune. Semblable à du fer rouillé, ils le firent prisonnier et l'emmenèrent au château. Dans la cour où le petit prince avait souvent, le roi fit exposer l'homme
dans une cage. À la reine, il confia la garde de la clé. Un jour, l'enfant laissa rebondir sa balle en or dans la cage. Il demanda à l'homme sauvage de la lui rendre. Je te la rendrai si tu ouvres la porte de ma prison. Je ne peux pas, le roi me l'interdit. Le lendemain, il alla redemander la balle en or. Mais la réponse du rouillé fit la même, et le garçon repartit à nouveau, triste. Le troisième jour, alors que le roi était allé chasser, l'enfant tenta à nouveau sa chance. Comment veux-tu que j'ouvre la porte? Tu sais bien que je n'ai pas la clé. Elle est sous l'oreiller de ta mère. Il te suffit de la prendre. Le désir d'avoir sa balle l'emportant sur ses scrupules. Le garçon alla chercher la clé. La porte de fer fut si dure à ouvrir qu'il s'épança méchamment le doigt. Quand ce fut fait, l'homme rouillé déposa la balle en or dans la main de l'enfant et Ses jambes de fer. En septembre 1939, l'armée allemande envahit la Pologne, faisant pleuvoir des bombes sur Varsovie. Un médecin et écrivain, le docteur Korczak, parle à la radio pour remonter le moral aux habitants et recueille les orphelins dans une grande maison confortable. Bon docteur leur raconte des histoires, distribue des cartes postales souvenirs, leur donne la parole à travers un parlement des enfants. Le 29 novembre 1940, sur ordre des Allemands, les 170 enfants doivent quitter la rue Krochmalna pour la rue Klodna, située de l'autre côté. Telle une parade de cirque, en rang derrière le docteur, ils portent des lampes, des dessins, des plantes, des cages avec leurs animaux familiers, des draps et des couvertures. Les chariots suivent avec les matelas, le charbon et les provisions de pommes de terre. C'est tout près et en même temps si loin. C'est la même ville et pourtant c'est un pays étranger, cerné de très hauts murs et gardé à chacune de ses 28 portes par des soldats. C'est une prison créée par les nazis pour y enfermer les juifs. Le lendemain, à leur réveil, les enfants constatent la disparition de Pan Doctor. Le docteur Korczak a été arrêté. On l'a conduit loin de Varsovie, dans un camp de travail à Lublin, et il se meurt. On l'a emmené dans une forêt et fusillé. L'incroyable nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Tous racontent des choses différentes. En fait, le docteur a revêtu son habit d'officier polonais et il s'est dirigé vers le palais Blanc pour récupérer un chariot de patates volé la veille par les Allemands. Au palais Blanc est installée la Gestapo. Pan Doctor s'est donc jeté dans la gueule du loup. Même s'il parle allemand, quelle fée viendra l'arracher à cette maison du diable? Le dernier voyage. le noir que j'ai, on me disait venu des Indes, ou de Papouasie, de Polynésie ou de Malaisie. C'était un paysan chinois qui, en 1916, avait l'hypogée et des rêves plein la tête. Il a quitté sa campagne et sa vie de crève la faim. Il a signé de son empreinte digitale un contrat de travail qu'il ne comprenait pas. Il a marché des lunes et des lunes, de Shanghai jusqu'à la mer. Il a embarqué sur un navire avec des centaines de frères de sang. Ils ont roulé sur le dos de l'océan. Ils ont pêché des poissons-scies. Ils ont suivi la course des nuages. Ils ont joué de la flûte et du lérou, le violon chinois. Ils ont débarqué à Marseille. On leur avait dit « Va sur les routes, va faire fortune ».
Ouais est arrivé avec des compatriotes un jour de grand vent, au bout du monde, au bout de la Grande Bleue, au bout de la France, en baie de Somme. Qu'allaient donc faire ces jeunes Chinois dans une Europe à feu et à sang, où tout leur était étranger? Le climat, la nourriture, le travail. Te souviens-tu de Wei? Et si on mettait ces histoires au bout du jour? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est vrai, le migrant qui arrive aujourd'hui chez nous, c'est dans un sac plastique qu'il a quelques affaires. Dans les transports, les gens lisent beaucoup sur des écrans. Les parents pressés font de la purée en flocons. À l'hôtel, plus de clés, mais des cartes magnétiques. Et pour payer plus de billets, mais des cartes bleues. Ils viennent d'ici et d'ailleurs. Enfants, Adultes, riches, démunis, anonymes, célèbres. le courage les réunit. Ils ont tout le temps devant eux. Pour vous rencontrer Vous confiez le secret de leur identité. et vous entraîner à la suite dans La lecture intergénérationnelle. Thank you.